Hortense Souaché qui va partager avec nous son travail. Elle est photographe, née en 82 à Toulouse, s'intéresse à la représentation des territoires et de modes de vie. Depuis 2009, elle mène un travail de longue haleine sur l'habité. Au cours de ces dernières années, elle a été amenée à participer à des projets collaboratifs et pluridisciplinaires avec des chercheurs en sciences humaines et sociales et des artistes. Docteur en esthétique et chercheuse associée au Labourba, elle mène également des activités d'enseignante de recherche sur la photographie et de l'art contemporain. Elle a publié 4 livres aux éditions Crapis depuis 2011 et 1 aux éditions de l'Harmattan. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire tomber le micro. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Merci beaucoup aux organisateurs du colloque et notamment à Daniel Méo. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et hier d'ailleurs. Ça a été des découvertes très agréables et puis c'est toujours un plaisir de venir à Saint-Étienne et de prendre connaissance des activités du laboratoire. J'ai apporté avec moi des exemplaires du guide. Je vais en faire passer 3. Peut-être à un moment donné, j'aurai besoin d'en reprendre un. Je suis obligée de les récupérer après parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc malheureusement, ils sont gratuits, mais on est en rupture de stock. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ce travail. J'aurais pu présenter d'autres travaux que j'ai menés par ailleurs, qui sont pour beaucoup fondés sur ce rapport à une méthode qui fait appel à l'enquête et notamment à la sollicitation de protocoles. Mais il me semblait intéressant de m'arrêter sur un projet assez complexe dans sa mise en place et dont le processus de création a nécessité à tous les niveaux la mise en place de dispositifs d'observation, de récolte d'informations et surtout d'aller-retour constant entre ces observations, la recherche documentaire, le terrain et la production. Donc le guide jaune de Roffinger a été réalisé entre 2012 et 2014 dans le cadre d'une invitation des Pronomades, qui est un centre national des arts de la rue. Il y en a une 12aine à ma connaissance en France, qui est situé à Ancos-les-Thermes en Haute-Garonne, donc au sud de la Haute-Garonne, dans un petit village. Sachant que, pour l'expliquer rapidement, ce centre national accueille des compagnies soit en production, soit en diffusion. Des compagnies qui sont connues au niveau national, voire international, mais s'adressent à un public local. Donc c'est leur volonté de ne pas communiquer au niveau national leur programme, par exemple, mais d'avoir une programmation qui est très exigeante pour ouvrir et pour faire découvrir au public local, donc du sud de la Haute-Garonne, les arts de la rue, mais pas que. Cette résidence, elle s'est inscrite justement dans un programme, un de leurs volets, qui s'appelle Paysage et qui porte sur le Haut-Comminges. Tous les 2 ans, ils commandent 2 parcours à des duos d'artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc ça, il y a un cahier des charges en fait qui est très strict, et notamment pour une résidence qui en général est un temps privilégié de création, qui est plus ouvert, moins contraignant que la commande. Là, quelque part, c'est une résidence qui est assez contraignante. On nous demande de passer 11 semaines in situ sur le territoire, réparties sur 2 ans. Il faut qu'à l'issue de ces 2 ans, on soit en capacité de montrer un travail qui sera visible 2 ans. Donc nous, le travail était visible de 2014 à 2016, in situ, sans nécessiter trop de maintenance technique. Donc on oublie les expositions à l'extérieur avec des dispositifs sonores complexes qui nécessitent la venue régulière de techniciens. Et il faut que ces travaux invitent à la promenade. Donc ça, c'est pour vous dresser un peu le cadre. Il y a eu, entre 2010 et 2012, les résidents précédents, Véronique Penny et François Cerveau, François Cerveau est photographe et Véronique Penny est chorégraphe, ont proposé un parcours à partir de photographies
qui invitait à découvrir des points de vue sur tout le Haut-Comminges, donc cette partie du sud de la Haute-Garonne. L'autre binôme invité, Edwin Fournier, qui est chorégraphe, et Olivier Tout-le-Monde, qui est créateur sonore, ont, eux, invité à un parcours ponctué de citernes sonores dans une des communes qui s'appelle Sauveterre de Comminges. En même temps que nous, en 2012 et 2014, il y avait un autre duo d'artistes, Marc Pichelin, qui est phonographiste, et son binôme assez connu, Vincent Paronneau, qui est surnommé Vinchlus, qui est auteur de BD et qui a notamment co-écrit, co-réalisé Persépolis. Et eux ont transformé une des communes, Pointise-de-Rivière, en pays de la météorite, en invitant à suivre les traces d'une créature interstellaire. Donc ils ont créé une météorite qui serait tombée sur cette commune. Donc à la même période j'ai également été sollicitée pour participer à cette aventure. Et moi, j'ai invité l'écrivain Mouloud Akouch à faire équipe avec moi. Pour le présenter rapidement, Mouloud est un écrivain de polar qui est originaire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et qui vit dans le sud de la France, dans un petit village depuis une quinzaine d'années. Et c'est une personne qu'on envoie souvent dans des quartiers populaires, dans des quartiers sensibles. Et il a accepté ma proposition parce qu'il avait envie de se mettre en difficulté intellectuelle en allant travailler en milieu rural. Et surtout, ça lui faisait plaisir que pour une fois, on ne l'envoie pas faire un travail social, de médiation sociale auprès de publics compliqués. Enfin, compliqués, c'est pas pour autant que le public là était simple. Et donc, pour moi, en tout cas, l'invité, c'était aussi dans la perspective de bousculer mes habitudes, de me mettre en danger et de m'ouvrir à la fiction. Sachant, comme je le disais tout à l'heure, vraiment le point de départ, la demande des pronomades qui ont découvert mon travail à cette époque dans la région, c'était de ne surtout pas faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc ça, c'était vraiment important. Ici, aujourd'hui avec vous, j'aimerais expliquer la particularité du processus de création de ce pays qui nous a conduit à emprunter des méthodes de travail et d'enquête issues de plusieurs disciplines des sciences sociales, mais aussi des méthodes familières à Mouloud qui a l'habitude de travailler sur la forme polar, afin de construire le pays de Roffinger et le guide qui permet de le visiter. Alors, afin d'expliquer la manière dont le travail d'enquête s'est construit, il est important de le replacer dans la chronologie d'élaboration du projet qui s'est divisé en deux parties. Une première qui est dédiée à l'observation et à la recherche du sujet, parce qu'on est invité en résidence, mais on n'a aucune idée de ce qu'on va y faire. Et également de là exactement où on va travailler. Donc on a des contraintes, mais on a carte blanche. Il y a eu donc cette première période d'observation, de choix du terrain et de recherche du sujet, et une seconde qui a duré presque un an, et une seconde, avec un bébé entre-temps pour moi, et une seconde plus active de construction du travail, une fois l'idée du pays imaginaire trouvée, en effectuant des allers-retours constants entre l'observation des lieux, la récolte des matériaux, photos, entretiens, observations, la recherche documentaire et l'élaboration du guide. Donc, par rapport à ces méthodes de travail sollicitées, il y a eu d'abord une première phase d'observation participante où, en premier lieu, il a fallu, au sein du Haut-Comminges, je vais juste vous montrer une carte qui est en fait une carte du faux territoire, mais peut-être avec un peu d'imagination, vous allez pouvoir vous projeter. Vous la voyez? Non, j'ai l'impression que ça saute. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au sud de la France, avant l'Espagne, dans une partie du Haut-Comminges qu'on a renommée. Et donc, il a fallu choisir un endroit sur lequel on allait plus particulièrement s'arrêter. Moi, je suis originaire du sud de la Haute-Garonne, pas très loin, et on a pu m'indiquer, des proches m'ont indiqué un petit village dans cette région, comme étant un endroit particulièrement isolé, au bout d'une route, à l'écart des axes principaux qui permettent notamment de rejoindre l'Espagne et les stations de ski. Et on m'avait dit qu'au bout d'une route, il n'y avait plus rien, il y avait juste un village qui s'appelle Saint-Pédardé. Donc forcément, ça nous a attirés.
On a effectué des premiers repérages en ligne sur Google Maps. À l'époque, il n'y avait pas encore de visite virtuelle des lieux. Et on l'a par la suite sillonné en voiture et à pied. Puis on s'est dit que c'était un bon point de départ, qu'on allait s'arrêter à Saint-Pédardé et les communes environnantes. C'était un endroit dans lequel on allait pouvoir essayer de prendre un peu la température des lieux et essayer de rencontrer des habitants pour mieux en percevoir les spécificités. C'est à partir de là qu'on a mis en place un deuxième type de méthode de travail qui ont été des rencontres avec les habitants qui ont pris la forme d'entretiens. Alors d'abord des entretiens non directifs avec les élus, donc des maires, des adjoints, des 9 communes. Donc pour vous dresser un tableau, on est sur un territoire qui est en moyenne montagne, très rural. Les communes comptent entre 20 et 150 habitants, qui sont des habitants déclarés, mais il y a beaucoup de personnes qui sont considérées domiciliées ici, mais qui finalement ne passent pas la semaine là et habitent plutôt à Toulouse. Donc ce sont des territoires qui en semaine sont assez vides. On n'y croise pas grand monde. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps dans les cimetières, dans des endroits un peu qui étaient ouverts, qui nous permettaient d'avoir une idée des noms que pouvaient porter les gens, par exemple. Voilà, donc c'était compliqué pour nous, en tout cas au départ, de rencontrer des personnes, d'où l'entrée par les élus et quelques habitants complices, c'est-à-dire des personnes dont les coordonnées nous avaient été transmises par les pronomades. Les premiers entretiens ont été enregistrés et ont donné lieu également à des prises de notes. Puis dans un deuxième temps, soit au bout de 6 mois de résidence, ça peut paraître long, mais c'est un processus qui a été assez lent finalement, on a refait des entretiens semi-directifs filmés, donc élaborés avec une liste de questions qui nous permettait d'avoir une trame, auprès d'une sélection de personnes qu'on avait interviewées précédemment, surtout des habitants qu'on interrogeait sur leur récit de vie et sur leurs relations sensibles au territoire. Avec eux, on a abordé des aspects des lieux qui nous semblaient fertiles pour une ouverture à la fiction. On avait toujours cette idée d'essayer de voir comment on pouvait aller du document à la fiction, de ce qu'on rencontrait sur le terrain, à la manière dont ça pouvait être transformé. Et ce travail, il était lié à une première idée qu'on avait de restitution de la résidence et qu'on envisageait sous la forme d'une articulation entre témoignages filmés des habitants et production de nouvelles littéraires inspirées de leur perception des espaces. Dans ces entretiens, on s'est rendu compte que beaucoup d'habitants évoquaient les frontignes, donc les frontignes, cette espèce de rassemblement de communes auquel appartient Saint-Pédardé et les 8 autres communes qui sont autour. Et donc, on nous parlait beaucoup des frontignes comme étant un ensemble de communes. Alors, suivant les points de vue, ça pouvait être entre 5, 7 ou 9 communes, faisant pays, car partageant une même culture avec notamment la fête du Brandon, un même climat. Une fête du Brandon, c'est un moment où il brûle une bûche et qui donne lieu à des festivités. Un même climat, qui est un climat méditerranéen, parce que toutes ces communes ont la même orientation, plein sud. Et du coup, également, ça donne lieu à la présence d'une flore particulière, avec une orchidée très célèbre localement, que viennent voir certains botanistes. Et c'est aussi un territoire qui est un peu à l'écart des autres villages. Il y a presque une vie insulaire. Donc la sensation qui était partagée par beaucoup d'habitants d'être dans un territoire à part nous a travaillé et m'est apparu à une nuit d'insomnie. Ça m'a paru évident que ce que nous décrivaient les habitants, c'était en fait un vrai pays imaginaire, pour lequel notre contribution, parce qu'il y avait aussi cette idée de leur rendre quelque chose, pouvait être la réalisation d'un guide touristique permettant de le visiter. Donc de créer un vrai guide pour visiter un faux pays, mais qui flotterait pas un faux pays totalement déconnecté de tout, mais un faux pays qui flotterait au-dessus du vrai pays, les Frontignes, donc Roffinger, les Frontignes. Tout le travail de construction du pays a donc reposé sur le fait de trouver des concordances avec la vraie histoire, pour rendre la création et l'histoire de ce pays plausibles. Cette orientation du travail,
il s'inspire et il résonne avec des références qui sont notamment issues du champ des arts plastiques, du spectacle et de la littérature. Du coup, je vais, sans développer parce que je ne vais pas avoir le temps, mais je voudrais juste évoquer quelques travaux qui ne sont pas similaires à ça, mais qui résonnent avec cette idée de s'intéresser à des pays imaginaires ou imaginés. Il y a notamment le travail de Léo de La Fontaine sur les micronations, qui est un projet qui a émergé lorsque Léo de La Fontaine, ce photographe d'une trentaine d'années, a découvert un peu par hasard l'existence des micronations. Donc une micronation, c'est une entité géographique créée par un certain nombre de personnes qui aspire à être reconnue en tant que nation indépendante, mais qui dans les faits n'est aucunement considérée comme telle par les autres nations et autres organismes. Il y avait pour nous quand même un peu l'idée que Roffinger devienne un jour une micronation. Et donc Léo de La Fontaine a choisi 12 micronations parmi les 400 qui sont répertoriées dans le monde, est allé faire un travail dans la tradition de la photographie documentaire en rencontrant ses habitants et en donnant à voir ces micronations. La autre référence qui emprunte plutôt au niveau de la méthodologie de travail qu'on a retenue, c'est la démarche du groupe ZUR, Zone Utopiquement Reconstituée, qui est un collectif d'artistes qui gravitent plutôt dans le champ des arts de la rue et du spectacle, qui a notamment été invité par les Pronomades. On s'est inspiré de leur approche pour donner, nous aussi, un autre sens au paysage, tel qu'ils peuvent le faire. Donc eux, ils créent des spectacles qui sont fondés sur la relecture des paysages environnants, qui servent de décor à leur imaginaire, comme avec la création Chaos, qui a été pensée en relation avec l'histoire de l'ancien four à chaux de Saint-Charles. Il y avait également une autre référence qui est liée à la forme guide, c'est celle de la Molvanie. C'est un guide qui invite à visiter un faux pays, mais qui lui n'existe pas, qui n'a aucun référent territorial, et qui, à mon goût, est un peu caricatural. Donc il y a un décalage qui est moins intéressant, me semble-t-il, que la démarche de Zour, mais en tout cas, dans la forme proposée, la Molvanie nous a inspiré également. D'un point de vue plus photographique, et sans m'arrêter volontairement, parce que ce n'est pas l'objet de la communication, moi j'avais en tête les pages images de Moulin, qui est un travail issu d'une commande qui a été réalisée dans le cadre des actions des nouveaux commanditaires, et qui se présente comme une ethnographie visuelle de la commune d'Excideuil. Ça a été réalisé à la demande des commerçants de la commune qui cherchaient à dynamiser leur village. Et là où ça m'a évoqué ce travail, c'est dans la forme choisie par Jean-Luc Moulin, qui emprunte au beau teint l'esthétique des pages jaunes, enfin qui s'influence de l'esthétique des pages jaunes, pour choisir donc un support dont la familiarité et la circulation aisée permet une prise en main aisée et décalée aussi par les publics auxquels il s'est adressé. J'avais également envie d'évoquer le travail de Flichy & Weiss, qui ont interrogé cette esthétique de la photographie touristique en travaillant sur une catégorisation des images faites un peu partout dans le monde dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Parce qu'il y avait aussi un enjeu pour moi d'interroger la manière dont j'allais aborder ce travail-là d'un point de vue photographique et la distance que j'allais pouvoir créer avec le réel. D'ailleurs, à ce propos, c'est important de souligner que tout s'est joué quelque part sur la relation à la légende et comment cette image-là, qui est inscrite dans une esthétique documentaire, allait pouvoir dialoguer avec une approche fictionnelle grâce à le sens
qu'on allait attribuer au lieu, réattribuer au lieu et aux images effectuées. Quant à la dimension littéraire, c'est surtout l'ancrage de Mouloud dans le roman policier qui a impliqué l'utilisation de méthodes et d'un travail en relation avec un décryptage du réel, de l'environnement, nous conduisant à élaborer ainsi le guide. Donc à partir de cette deuxième phase de travail, où pour le coup, là, le projet était dessiné, donc à savoir la construction du pays et sa restitution sous la forme de guide, d'autres méthodes d'observation et de recherche ont été nécessaires. D'abord, évidemment, il a été évident de se référer à des méthodes proches de celles des historiens, c'est-à-dire en effectuant des recherches de sources, tout en ne conservant que les informations qui pouvaient être mises en relation avec des faits de l'histoire locale, dialoguant avec des légendes et des légendes racontées par les habitants et notre propre imaginaire, ainsi que les spécificités du terrain d'enquête. À tout moment, ces recherches et orientations ont été confrontées au terrain pour évaluer leur niveau de crédibilité. Je vais clarifier les choses, ça c'est peut-être un peu pas très clair. Donc c'est comme ça que l'origine du pays a été inventée. On est parti d'une hypothèse, à savoir que ce pays avait avant tout un lien avec l'Amérique du Sud, en raison de la présence dans les Frontignes de grandes demeures de colporteurs, qui ont fait fortune dans cette région du monde à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc ça, c'est un fait attesté, incontestable. Donc en effectuant des recherches sur des grandes figures qui ont marqué l'Amérique latine et la relation à la France, Simón Bolívar est apparu comme pouvant être le point de départ de cette aventure. Je cite le début de notre guide, donc, dont la première page est derrière vous. Moi, en face de vous. La naissance officielle, c'est la fin de la journée, la naissance officielle de Roffinger, ancien territoire français qui se nommait alors les Frontignes, date du 12 juillet 1814. Mais son histoire débuta en 1806 et fut liée, entre autres, à Simón Bolívar. De passage en France, le futur général et homme politique sud-américain participait à une expédition dans le Piémont commingeois avec l'explorateur naturaliste Alexander von Humboldt, le botaniste Aimé Bonpland et son ami le juriste archéologue Pierre Aguileros. Venus dans la région pour effectuer des fouilles autour du site archéologique de Valcabrère, ils découvrirent, en élargissant leur champ d'investigation jusqu'à la frontière espagnole, les grottes de Malvésie et la flore méditerranéenne qui ponctuait ce territoire très peu peuplé. Donc, notre hypothèse de départ est fondée sur la présence possible dans le sud de la France de Simón Bolívar, hypothèse mentionnée par plusieurs historiens, sauf qu'il y a une imprécision, un doute quant à l'endroit où il se serait situé entre, me semble-t-il de mémoire, à vérifier, entre 1806 et 1809. Donc, on a imaginé que Simón Bolívar, avec les personnes citées plus haut, avec lesquelles il a effectivement réalisé une exploration, un voyage, une expédition exploratoire, il serait venu dans cette région pour s'intéresser au site archéologique de Valcabrère, qui était déjà connu à l'époque, ce qui permettait de rendre notre hypothèse plausible. Et donc, d'après nous, il aurait élargi son champ de recherche aux grottes de Malvésie, qui est une des communes de notre pays, et se serait également intéressé à une région très marquée par les croyances populaires, notamment des Hadas et des Alalous. Les Hadas, ce sont des fées, donc ça, ce sont des histoires que nous ont racontées les habitants et qu'on a retrouvées après dans un ouvrage de Isor Gratakos, qui est une ethnologue qui a travaillé sur le Piémont, cette région-là des Pyrénées. Donc les Hadas, ce sont des fées qu'on retrouve dans les grottes, dans cette région où il y a beaucoup de grottes et où il y a beaucoup d'eau. Donc la présence de l'eau amène la présence des fées. Et les Alalous, ce sont comme des petits lutins
que les habitants des générations précédentes disaient voir régulièrement et qui vivaient dans les champs alentours, qu'on pouvait observer, mais qu'il ne fallait surtout pas approcher parce qu'au risque de les effrayer et de les faire disparaître à tout jamais. Donc à cette expédition qui aurait pu être plausible, on a ajouté la présence d'un personnage fictionnel, Pierre Aguileros. Pour chaque événement relaté, je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, nous avons cherché des failles historiques dans lesquelles notre histoire pouvait s'engouffrer et devenir ainsi plausible. Parce que l'enjeu, pour nous, c'était vraiment que ça ne soit pas que de la fiction, mais qu'il y ait toujours des allers-retours entre réel, faits historiques avérés, fiction, mais aussi histoire et légendes énoncées par les habitants. Donc, une fois l'origine de notre pays trouvée, fruit de nombreux allers-retours entre notre lecture des faits historiques, ce que nous évoquait la parole des habitants et ce que nous inspiraient les lieux, il a fallu trouver comment partager à un public l'existence de ce pays. Le guide jaune devait nous permettre d'inviter à la découverte, mais il nécessitait aussi de ressembler à un vrai guide à s'y méprendre. C'en est d'ailleurs un vrai, notre pays est un faux pays, mais notre guide est un vrai guide, et dont il emprunte les codes et les principes. C'est pour ça le guide est constitué d'une carte du pays, que je vous ai montré tout à l'heure, où on a renommé également les noms des communes, mais pour pouvoir visiter les lieux, dans chaque page dédiée à une commune, il y a écrit entre parenthèses nommé, par exemple, la Marle, nommée jusqu'en 1814 Malvésie, ce qui permet quand même de retrouver, sinon c'est impossible de visiter un pays si on change tous les noms. Donc il y a d'abord la carte, puis un chapitre qui est dédié à l'histoire de notre pays. On l'a écrit donc, toujours en travaillant ces allers-retours entre documents d'histoire générale, locale, avec l'aide d'un jeune passionné par l'histoire de Saint-Pédardé, également d'un professeur des écoles, archéologue amateur, qui nous ont pas mal aidés, mais sans savoir qu'on était en train d'imaginer un pays imaginaire. Donc on l'a dit aux habitants peut-être un mois avant l'inauguration. Donc ils nous renseignaient, ils nous donnaient des informations sur l'histoire locale. Après, il y a une partie des informations qui sont relatives à la géographie, à la faune et à la flore. Dans cette partie-là, il y a beaucoup d'éléments réels avec quelques touches de fiction. Donc certaines plantes et animaux qui sont originaires de pays dont il est question dans le guide, j'y reviendrai plus tard, donc notamment, il faut que je me dépêche, l'Amérique latine, l'Algérie, etc. Il y a... donc cette partie-là, elle a été construite aussi avec l'aide d'associations locales qui nous permettaient d'avoir des informations liées à la nature et aux plantes présentes sur les lieux. Il y a une partie qui est dédiée à la culture, aux fêtes, aux spécialités gastronomiques, qui rend hommage à certaines traditions locales et à des rêves et envies des habitants. Il y a des informations pratiques qui nous permettent de citer les commerces et structures présentes sur le territoire. Dans les spécialités culinaires et boissons, on s'est amusé à inventer des plats en mixant des spécialités. Et puis, il y a un élément, c'est le cocktail Roffinjois, qui est un cocktail qui existe dans notre guide, mais qui existe aussi que le barman du seul café présent sur le territoire, a mis sur sa carte. Donc c'est un peu aussi l'arrivée de la fiction dans le réel. Puis notre guide est fondé sur la découverte de commune par commune de l'identité du pays sous la forme de parcours. Là, leur élaboration a nécessité un travail d'observation des espaces et du bâti similaire au travail que peuvent faire les archéologues, pour lesquels il nous fallait maintenant envisager une nouvelle lecture et interprétation, un peu aussi comme un polar où une énigme est à résoudre. Donc ça a nécessité aussi des allers-retours entre le terrain et l'écriture photographique comme textuelle, pour évaluer la faisabilité des parcours, sachant que les photographies comme les textes ont été faites ensemble. Il n'y avait pas le travail du photographe et le travail de l'écrivain, mais un travail in situ où, sur le terrain, on réinterprétait les lieux,
Mouloud m'indiquait des images à faire et j'ai écrit certaines parties du guide. Donc il n'y avait pas du tout cette séparation-là. On a également pas mal mis à contribution l'équipe des pronomades qui a testé tous les parcours montre en main afin d'affiner les informations présentes dans le guide, telles que la durée du parcours, le niveau de difficulté, les conseils aux promeneurs et surtout voir si la réinterprétation des paysages était plausible. Donc l'enjeu, c'était de donner une autre signification au lieu, inspirée de l'histoire de l'époque, de l'histoire inventée de Roffinger, des histoires et légendes qui nous ont été racontées par les habitants et de notre imaginaire. On a donc dans le guide 9 parcours pour l'ensemble du pays, avec des entrées thématiques qui sont liées à une rencontre et à une facette du pays que nous souhaitions valoriser. Chaque parcours est associé à un personnage de fiction à qui on a dédié une plaque commémorative installée durant 2 ans, de l'inauguration de notre pays en juillet 2014 jusqu'à septembre 2016, me semble-t-il. Et ces plaques sont sur une façade d'une des bâtisses de la commune, en général chez un habitant qui est complice, qui a accepté d'héberger durant 2 ans un personnage de fiction et qui se fait aussi le relais de notre histoire. Parce qu'in situ, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a le pays, il y a l'espace, mais il n'y a pas sa réinterprétation. Donc, il était important aussi que sur place, il y ait des relais possibles. Pour le décrire rapidement, première commune de notre pays qui se positionne à l'entrée, à une des frontières, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Ouais, d'accord. Ici, Marle. Marle, c'est les dessous de Roffinger. Le personnage de fiction qui est associé à Marle, c'est Pierre Aguileros. On l'a sous-titré Les dessous de Roffinger parce qu'on y a rencontré un instituteur passionné d'histoire qui nous a fait découvrir les grottes et montrer la commune en pointant les couches successives de son évolution. On a imaginé également dans ce village la présence d'un village de la rumeur, qui est aussi un village qui circule d'une commune à l'autre, mais en tout cas là il serait un peu plus présent. Donc c'est un village qui est un peu constitué d'irréductibles français ayant refusé l'autonomie de Roffinger. Cette première promenade, elle permet de mieux comprendre l'histoire de Roffinger, sa construction, notamment a nécessité l'articulation avec différentes périodes historiques qui permettent de cerner l'indépendance de Roffinger. La deuxième promenade, qui est la commune suivante sur la route, la seule route qui traverse l'ensemble du pays, c'est Gémont. Elle est sous-titrée Les Jardins sans frontières et le personnage de fiction qui est le fil rouge de cette histoire est Henri Le Poulzer. Le village, il fait un peu petite Suisse parce qu'il est très propre. Il y a des jardins et des espaces publics qui sont très bien entretenus. Mais souvent, lorsqu'on est dans le village, on ne sait pas trop si on est dans un espace privé ou public. L'idée de la promenade est partie de là. On a inventé un personnage qui serait moitié paysagiste, moitié poète, et qui aurait largement influencé l'organisation du village. Donc le parcours, il est dépendant d'une relecture des espaces et propose une déambulation ponctuée d'arrêts sur des bancs présents dans le village, parce qu'il y a beaucoup de bancs. La commune suivante est la capitale, Flogarms, parce que c'est Saint-Pédardé. Les habitants disent qu'ils vont à la ville lorsqu'ils vont à Saint-Pédardé. Il y a 150 habitants, mais c'est là où il y a l'école, c'est là où il y a, l'école classe unique avec 12 enfants. C'est là où il y a l'épicerie et le café. On propose à Flogarms une promenade nostalgique à travers ce qui fut une capitale vivante et dont il ne resterait pas grand-chose si ce n'est ce café. La présence de nombreuses demeures de colporteurs, donc comme je disais tout à l'heure, ces grandes demeures construites par des personnes ayant fait fortune, notamment en Amérique latine, ça nous a permis d'imaginer une vie nocturne passée assez dynamique, assez mondaine. Et c'est également une commune qui pour nous est marquée par la présence là il n'y a pas de personnage de fiction, on a inventé. On a rendu hommage aux femmes qui ont le pouvoir dans cette commune, l'épicière, la serveuse du bar, l'institutrice, parce que ça nous tenait aussi à cœur, dans notre projet, de mettre en évidence des facettes qu'on aimerait bien, dans un monde idéal, voir un peu
plus prise en compte. Et donc, le fait qu'il y ait, on a imaginé la présence d'un collectif de femmes libres qui serait assez active et assez influente dans notre pays. Et qui est choix qui est également en lien avec le fait que ces femmes, les femmes de ce village, se réunissent tous les samedis matins au café avec interdiction aux hommes de venir pour essayer de parler de l'évolution de la commune. Le village d'après, c'est Lougnan, qui nous a été inspiré par l'omniprésence du bois, et on a imaginé que ce village avait été à une époque marqué par l'industrie florissante du bois, avec la présence d'un personnage qu'on a appelé Fabien Joruc, qui aurait fait fortune en Amérique latine et serait revenu s'installer à Lougnan. Et son personnage nous a été inspiré par Jean-Baptiste Doumingue, que certains peut-être connaissent, qui a été baptisé le milliardaire rouge, qui est une personne politique qui était originaire de Noé, un village à une 50aine de kilomètres de là, qu'on avait également envie, pour des raisons diverses et variées, d'inscrire dans notre pays fictionnel. Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Ok, c'est bon. Je continue mon parcours et après je vous expliquerai plus en détail comment on a construit la déambulation au sein d'un village en particulier. Donc Montlier, qui est le village suivant, est un village un peu à part, très silencieux, où il y a une vingtaine d'habitants. Il est sur les hauteurs, il est situé à 700-800 mètres d'altitude. C'est un village où on ne peut pas accéder quand il y a de la neige, et nous on a eu à plusieurs reprises eu la neige là-bas, et avec ma vieille Super 5 de 1984, je n'avais pas pu monter. Mais donc c'est un village qui est un petit peu à l'écart du reste, et on a imaginé qu'un couple, un frère et une sœur, Marcel et Hilda Goldming, d'origine juive, seraient venus se réfugier à Montlier durant la Seconde Guerre mondiale, et auraient développé, des musiciens qui auraient été obligés de rester silencieux, auraient développé toute une théorie autour de la musique silencieuse, qui devient, au sein de notre guide, une des spécificités d'Orofingé, le fait d'avoir tous les ans un festival du silence. La promenade, le parcours proposé nous conduit sur les hauteurs et est beaucoup plus long que les autres, peut durer 2h30 et permet de parcourir les montagnes environnantes. La commune suivante, c'est Garéole, c'est la cité du cinéma. Elle nous a été influencée par la rencontre avec un groupe de jeunes entre 10 et 15 ans qui souhaitent tous travailler plus tard dans le cinéma. Donc il y en a même un qui est au lycée des Arènes à Toulouse où il y a une spécialité cinéma. Et donc tous les mercredis et tous les week-ends, ils imaginent des films qu'ils tourneraient dans le village. Du coup, on s'est dit que le mieux, c'était de leur construire leur cité du cinéma, qui se trouve être pas très loin de Luchon, où a lieu tous les ans un festival de création télévisuelle. Le personnage de fiction lié à cette histoire, c'est Max Duncan, qui aurait été producteur et réalisateur d'origine américaine, venu vivre ici quelque temps. Dans notre histoire, il aurait été sauvé par des villageois à un moment où il y aurait eu une inondation à Garéole, ce qui n'est pas très éloigné de la réalité parce qu'en 2015, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs inondations dans le sud et notamment à Gallier, dans ce village. Pas très loin vous avez dû entendre parler de Saint-Béat, qui a été particulièrement touché. Gallier, on n'en a pas parlé, mais la commune a eu aussi pas mal de dégâts liés à cette inondation. Et donc, ce réalisateur aurait été sauvé par des villageois. Le village ayant été démoli, il aurait construit un décor en carton-pâte dans lequel on vous propose de déambuler à travers des décors de différents films que ce réalisateur aurait imaginés. Le village suivant, c'est Ordé, Little Algérie, parce que c'est un village qui est d'abord très méditerranéen dans sa flore, mais il existe aussi un bâtiment qui est situé sur une terre qui appartient au chemin de fer algérien. C'est-à-dire que, rapidement, lorsqu'on se baladait, on nous a dit à Or, vous pouvez être en terre, aller en terre algérienne.
En fait, il se trouve que c'est un ancien camp de vacances pour les enfants de cheminots qui se trouve sur le territoire d'Or et qui appartient encore à cette société. Mouloud étant d'origine algérienne et assez intéressé par son histoire, on a eu envie d'inventer une histoire autour de la présence d'un couple algérien qui serait venu durant la guerre d'Algérie et qui aurait été caché et qui aurait disparu mystérieusement. L'avant-dernier, c'est Nozigne, l'eau de fée, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le village et la présence de plusieurs vierges. Alors dans notre pays, les vierges n'ont pas une signification religieuse, mais elles rendent hommage aux fées d'eau et à la présence des hadas, des fées qui se trouvent dans les grottes et qui ont une signification plus païenne. Sachant que dans cette partie-là des Pyrénées, pendant longtemps aussi, le catholicisme n'avait pas touché ces populations et on a eu affaire à une société qui était moins influencée par la religion que d'autres territoires. Donc on a imaginé à Nozigne une histoire d'amour entre une fée d'eau, en référence au Hada, et un habitant du village, André Poujol, et on propose un parcours le long de l'eau qui raconte l'histoire d'amour de ces deux personnes. Je vais m'arrêter un peu plus sur le dernier village qui est Antézy, la ville du jeu, parce qu'il y a dans cette commune, ça c'est vrai, un jeu d'échecs géant qui fait la fierté de son maire. Je pense qu'il était très content qu'on le mette en évidence dans notre guide. Et on est parti de cela pour imaginer la commune comme un tapis de jeu géant. Le personnage fictionnel, c'est Martin Bardou, qui est un joueur d'échecs commis de ferme, qui fut initié au jeu par un Russe en exil politique à Roffinger, et qui serait devenu un joueur assez célèbre. Donc la découverte de ce jeu d'échecs nous a conduit à voir des jeux un peu partout dans la commune et transformer donc le village en jeu géant. Le départ de notre histoire s'effectue place du Palu, donc ça c'est son vrai nom, où on a inventé le jeu du Palu. Donc je vous lis pour que vous compreniez un peu la teneur de notre guide. Le joueur, je cite, donc les premières, me semble-t-il, c'est cette page du guide. Le joueur, muni d'un maillet en bois et d'un sac de cailloux, se positionne, les pieds sur une des plaques métalliques, ajourées, scellées sur la ligne médiane de la place, dos à la fontaine. Le but de ce jeu est d'envoyer un caillou dans la fontaine d'un coup de maillet. Le premier joueur, qui atteint sa cible 20 fois, a gagné. Les nombreux impacts sur le mur derrière la fontaine témoignent des ratés. La cabine, un peu plus loin, la cabine téléphonique permet de s'adonner à QSR, la question sans réponse. Jeu qui se joue directement avec les touches du clavier numérique. Attention, seuls les joueurs munis de la carte jaune de la Roffingeoise des jeux peuvent participer à ce quiz. Il suffit de décrocher le téléphone, introduire sa carte, puis suivre les instructions et peut-être gagner un voyage en Amérique latine. Je continue rapidement. Sur la place du Puy du Bas, plaque parfois camouflée par la végétation, avec sa fontaine, surtout ne pas prendre la diagonale du Fou sur la gauche, mais continuer tout droit en direction de la voie sans issue, case de prison pour le jeu de loi. La rue descend jusqu'à la place Saint-Martin. Au panneau stop, prendre sur votre droite, sur une centaine de mètres en longeant le muret jusqu'à la table d'orientation. Elle fut créée dans les années 1920 par un groupe de joueurs se réclamant de la déboussologie, courant ludique né en 1850 à Antézy, qu'il avait baptisé sa table de désorientation. En posant le doigt sur le nom d'un village ou d'un lieu naturel inscrit sur le plan, vous pouvez, selon leur théorie, le déplacer physiquement dans l'espace et jouer avec l'environnement. Des adeptes et héritiers de l'esprit de ces déboussologues viennent faire tourner l'école et village. C'est un lieu idéal pour pique-niquer et profiter du magnifique point de vue sur la France. Donc évidemment, suivant l'orientation du parcours, on a adapté la manière dont on a guidé les personnes pour aller d'un point A à un point B. Évidemment aussi, l'organisation au sein du guide est inspirée des guides classiques et a nécessité en tant que photographe et écrivain d'utiliser une écriture spécifique pour parvenir à la réalisation d'un support adéquat afin d'inviter les promeneurs à découvrir notre pays. Pour conclure rapidement,
Non, avant de conclure, justement, pour revenir à ça, par rapport au travail photographique, si vous avez l'occasion si vous avez pu voir le guide, il est important toujours de pouvoir lire les photographies dans leur articulation à la légende et de voir la manière, le décalage qui peut s'opérer avec la nouvelle signification qu'on a donnée au lieu. Donc là, les vestiges des termes romains de Marle, nommés jusqu'en 1814 Malvésie. Le banc voyageur de Gémont, donc c'est la deuxième commune où le parcours nous a été inspiré par ce poète paysagiste. Le banc voyageur de Gémont que les habitants mettent et enlèvent au gré des saisons, etc., etc. Là, c'est un mur d'exposition de l'écomusée de Lougnan, cette ville dédiée au bois. Le travail s'est aussi opéré là, mais ce travail de légende, de création de légende, quelque part, il s'est fait en amont de la réalisation des photographies, parce que les photographies, la prise de vue dépendait toujours de ce qu'on voulait donner à voir et ce que nous évoquaient les fictions qu'on avait en tête et la manière dont le paysage pouvait dialoguer avec les histoires créées. Donc les objectifs de ce projet, c'était de créer un vrai faux guide qui parle aux habitants en premier lieu. C'est un travail dans le cahier des charges de la résidence. L'enjeu de départ, ce n'était pas de m'adresser à vous, mais de s'adresser aux habitants, et pas que dans l'après de la résidence, mais aussi durant le temps de la résidence où on a été présent, où on a tissé des liens très forts avec eux, même s'ils n'étaient pas au courant qu'on réalisait ce projet. Mais en tout cas, c'est surtout que ce projet leur parle à eux qui vivent au quotidien ce territoire. Et que ça laisse une trace malgré tout durable de notre passage. Pour nous, c'était aussi l'idée de jouer toujours sur la frontière entre le vrai et le faux, d'inventer une autre mémoire des lieux qui est un emprunt à l'histoire locale, mais qui aussi rend hommage aux légendes locales et à l'imaginaire des habitants. Et on ne voulait surtout pas tomber dans la caricature et offrir aux habitants, ne pas laisser une trace de notre passage qui fasse défaut à leur territoire et qui soit pas... on voulait que ça soit un clin d'œil et un souvenir plutôt positif d'une histoire qu'on a partagée à un moment donné. Les traces issues de cette expérience, donc c'est le guide sous forme papier. Il y a eu également un site internet qui a été actif durant 2 ans. Les pronomades l'ont volontairement coupé au bout de 2 ans parce que l'enjeu, c'est que ces projets ne durent pas éternellement. Il y a eu également un moment assez important pour communiquer et partager notre projet, notre histoire. Ça a été l'inauguration du pays en juillet 2014, où on a travaillé avec des comédiens plusieurs mois avant, qui se sont imprégnés de notre histoire et qui ont imaginé un bus qui traverserait toutes les semaines le pays, et donc ils ont créé une pièce de bus, une pièce de théâtre dans ce bus où le public montait, et il y a eu plusieurs arrêts sur plusieurs sites du pays où les comédiens se sont emparés des personnages de fiction qu'on avait créés pour les jouer et donc mettre en scène notre histoire. Et enfin, un travail avec des scolaires qui ont réalisé des fictions. Pour conclure, c'est donc un travail qui est destiné en premier lieu à ces habitants, qui n'est visible quelque part que in situ, donc qui est difficile d'en communiquer tous les ressorts à distance, et qui tire son originalité dans sa dépendance au contexte, justement, dans la méthode de production qui a nécessité un travail d'enquête sur les 2 ans et une articulation assez complexe entre la vraie histoire, les légendes locales et fiction, dont la restitution sous la forme de guide a l'avantage d'effacer ces distinctions. En revanche, ce qui m'a surpris... je voulais d'abord finir par quelque chose, c'est de vous dire que ce travail d'enquête, qui était d'abord le travail qu'on a élaboré nous, il se prolonge aussi dans la pratique des espaces, parce que ça nécessite auprès des publics, et Daniel Méo l'évoquait tout à l'heure avec le travail d'enquête, de partage de l'enquête, la manière dont
cette expérience de l'enquête peut être partagée avec les publics qui voient des photos, nous, pour le coup, aussi, forcément, ces personnes, ce public qui est venu visiter les lieux, a dû faire un travail d'enquête pour comprendre, pour visiter et pour comprendre les parcours et la relecture qu'on proposait. Alors même si vous n'allez pas à Roffinger, vous avez, j'ai découvert ça en préparant la communication, la possibilité d'y aller. Parce que entre le moment où, enfin d'y aller virtuellement, entre le moment où on a élaboré ce projet et aujourd'hui, la voiture Google est passée. Et donc le pays est maintenant couvert. Et surtout, ce qui est très important pour nous, la campagne photographique a eu lieu au moment où les plaques étaient posées. Ça veut dire qu'il y a une présence encore maintenant dans les lieux de notre passage et donc de ces plaques commémoratives qui rendent hommage à nos personnages de fiction. Voilà, donc la fiction est aussi dans le virtuel. Merci. J'ai l'impression que tout le monde est un peu fatigué. Peut-être une ou deux questions s'il reste de l'énergie. Oui ? D'accord. Bon retour et merci de votre présence. Merci beaucoup. C'était très intéressant et l'exercice était difficile parce que justement, parler d'un pays qui n'existe pas, mais qui existe quand même un peu, et voilà. Moi, je voulais savoir comment le public, les villageois avaient reçu ce travail. Et est-ce qu'il y a eu une part d'appropriation de ce travail-là ? Alors pour nous, c'était difficile parce qu'on leur a caché, alors qu'on avait tissé des liens très forts. Enfin, 12 semaines, c'est quand même... c'est pas rien sur un territoire comme ça. En plus, on a travaillé avec les scolaires pendant 2 ans, donc on connaissait très bien les enfants. Et... la réception a été plutôt bonne. Alors, certaines personnes n'ont pas été, pas vexées, mais il y avait les habitants complices à qui on a donné l'information assez tôt, les maires aussi, pour ils devaient être dans la confidence, on ne pouvait pas leur cacher ça. En revanche, les autres, ils l'ont découvert quelques jours avant les interventions des comédiens, parce qu'on a fait l'inauguration pour les publics, pour les habitants dans le café local, et ça a été plutôt des retours assez sympathiques, parce que ça a donné une autre visibilité à leur pays, et justement on leur a offert le pays qu'ils imaginent, pas exactement ce qu'ils imaginent, mais en tout cas le pays qui est quelque part dans leur imaginaire. Et il y a eu, ce qui est intéressant, c'est la manière aussi dont la fiction est entrée dans le réel et dans les lieux, avec dans le café la présence de ce cocktail de la Roffingeoise qui rend hommage à notre travail. Et puis on a placé au café, à l'épicerie, je ne sais plus où, des étiquettes, des autocollants recommandés par le guide jaune de Roffinger. Voilà, donc il y a eu des petits... comme ça, des échanges entre le passage du réel à la fiction. Vous diriez que votre travail, finalement, est une réflexion sur la manière dont, finalement, une forme, celle du guide, est génératrice de fiction, ou alors une réflexion sur la manière dont, finalement, à travers la fiction, quelque chose se dit du réel ? Ah oui, plutôt, oui. La manière, oui, tout à fait. Surtout dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que à plein de moments, il y avait des quiproquos avec les pronomades, donc qui nous ont beaucoup, parfois un peu trop, épaulé les habitants ou entre nous. On ne savait jamais si on était dans le réel ou la fiction. Par exemple, au moment où on y était, il y avait la construction d'une maison de retraite. Ce qui est très important pour les habitants, cette population qui est vieillissante et qui n'a pas forcément envie de s'éloigner de leur territoire d'origine. Et donc, nous, cette maison de retraite, on l'a imaginée comme étant un casino. Il y a beaucoup de casinos dans la région. Et on a parlé de ça au café un jour en échangeant, et il y a des habitants qui y ont cru, qui pensaient donc que cette construction, cette bâtisse
ce chantier allait devenir un casino. Donc il y avait souvent aussi des confusions et des moments où on ne savait plus où on se situait, même quand on parlait entre nous. On avait parfois du mal à savoir si on était dans la fiction ou pas. Et juste une question de curiosité, les nouveaux commanditaires, c'est bien ceux que François Hers a créés et qui existent toujours. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est financé par la Fondation de France et c'est une initiative qui permet de mettre en relation la société civile. Donc ça peut être une association d'étudiants d'université, même une association de faits de commerçants d'une petite commune, qui vont solliciter les nouveaux commanditaires pour pour faire travailler un artiste sur une œuvre. Plutôt quelque chose qui reste. Donc là, un livre, mais ça peut être une sculpture. Et les nouveaux commanditaires sont là pour essayer de trouver l'artiste le plus en capacité de dialoguer avec les associations. Une entremise entre... Oui. Mais je pense qu'ils vont un peu plus loin, les nouveaux commanditaires. Il y a aussi une forme de direction artistique. Et il y a un livre de François Hers là-dessus qui est assez intéressant. Comment faire société, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai chez moi, je pourrais vous donner la référence. D'accord, oui, ça m'intéresse. Oui.